Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comité international des pénalistes francophones. La présente collection se destine à la publication des travaux du Comité des pénalistes francophones. Elle comprend notamment les actes des congrès internationaux organisés par le comité. Comité des lectures. Kazumasa Kaike. Professeur à l'université Ryukoku de Kyoto, Japon. Vice-président du Comité des pénalistes francophones. Delphine BRACHTHIEL. Maître de conférence HDR à l'Université de Lorraine, France. Membre de l'Institut François Génie, EA 7301. Jean-Paul Serret. Maître de conférence à l'Université de Pau, France. Vice-président de l'Association française de droit pénal. Président du Comité international des pénalistes francophones. Anne Jacobs. Professeure à l'Université de Liège, Belgique. Directrice de l'unité de droit pénal et de procédure pénale. Carlos Eduardo Japiaçu. Professeur à l'Université d'État de Rio de Janeiro, Brésil. Président de l'Association brésilienne de droit pénal. Secrétaire général adjoint de l'Association internationale de droit pénal. Vice-président du Comité international des pénalistes francophones. Léonide Golovko. Professeur à l'Université d'État de Moscou Lomonosov, Russie. Vice-président du Comité international des pénalistes francophones. Kali Nyang. Avocat au barreau de Paris. Président de l'Académie internationale des hautes études sur la sécurité, Dakar, Sénégal. Vice-président du Comité international des pénalistes francophones. Les auteurs. Delphine BRACHTHIEL, maître de conférence HDR à l'Université de Lorraine. Loïc Degraève, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Anne Jacobs, professeur à l'Université de Liège. Jérôme Lasserre-Capdeville, maître de conférence HDR à l'Université de Strasbourg. Sabrina LAVRIC, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Adrien Masset, professeur à l'Université de Liège, avocat au barreau de Verviers et Liège. Jean-Christophe SAINTPAU, professeur à l'Université de Bordeaux. Patrick THEVISSEN, assistant à l'Université de Liège, avocat au barreau de Penn. Véronique Truyet, substitut du procureur général de Liège. Julien Walter, maître de conférence HDR à l'Université de Lorraine. Avec le concours de l'Institut François Génie. Avant-propos. La naissance du Comité international des pénalistes francophones à Pau en 2010 a suscité diverses initiatives, dont l'organisation de journées franco-belges de droit pénal par les universités de Lorraine et de Liège. Le présent ouvrage rassemble les actes de la 3e journée consacrée à la responsabilité pénale de la personne morale, qui s'est tenue à Metz en mars 2014. Cette journée a eu pour objectif de mettre en perspective le droit français et le droit belge concernant un sujet d'actualité, la responsabilité pénale des personnes morales, ne cessant de faire l'objet de commentaires au regard de la jurisprudence, fluctuante ou ambiguë, c'est selon, de la Cour de cassation. À cet égard, le point de vue belge s'avère riche d'enseignements car le droit pénal belge apparaît en la matière proche, sans être similaire. Or, 20 ans après l'avènement en France d'un nouveau type de responsabilité pénale, et alors même que le contentieux ne se tarit point tant les problèmes juridiques posés sont loin d'être réglés, il était opportun de s'interroger sur les enjeux en la matière et l'avenir de la responsabilité pénale de la personne morale. Le regard croisé stimule les échanges, tout en les rendant extrêmement féconds. Telles sont les questions qui ont été abordées au cours de cette journée d'études, et qui se retrouvent condensées dans le présent ouvrage. Delphine BRACHTHIEL. Maître de conférence à l'Université de Lorraine. Membre de l'Institut François Génie ISCRIMED, EA 7305. La responsabilité pénale de la personne morale en France. Genèse et objectif. Delphine BRACHTHIEL. Maître de conférence HDR à l'Université de Lorraine.
Membre de l'Institut François Génie ISCRIMED, EA 7305. La personne morale est pénalement responsable de ses actes. Autrement dit, elle tue, vole, ment, viole. Or, comment l'expliquer, alors que la personne morale n'est fondamentalement qu'une fiction juridique, un être immatériel qu'on imagine difficilement tuer, voler, mentir, violer? Et alors qu'on l'imagine encore plus difficilement, être incarcéré pour cela. Le principe de la responsabilité pénale de la personne morale, en France, est gravé dans le marbre depuis la réforme du Code pénal de 1992, entrée en vigueur au 1er mars 1994. 20 ans donc. Déjà 20 ans. Seulement 20 années. Car le chemin a été long et sinueux pour y arriver. Ce n'était en effet pas évident. Comment est-on passé d'un droit pénal français, conçu en 1810, comme un droit fondé sur la responsabilité morale du délinquant, la responsabilité du fait personnel, à un droit pénal qui admet la responsabilité pénale d'un être immatériel, donc censé commettre des infractions? Le principe était pourtant simple et clair. On est responsable de son fait personnel et un groupement en tant que tel ne peut pas être responsable pénalement. Or, le principe est toujours celui de la responsabilité du fait personnel, appliqué néanmoins aujourd'hui à la personne morale. Pourquoi avons-nous eu besoin de modifier la loi pénale et consacrer une responsabilité pénale de la personne morale? Que souhaitait le législateur de l'époque? Et in fine, le résultat est-il à la hauteur de ses objectifs? Ce sont ces deux points que nous allons expliciter dans ce propos introductif. 1. La genèse du principe. Si l'ancien droit connaissait la responsabilité pénale des groupements, à travers celle des communautés de villes, bourgs et villages, corps et compagnie, les révolutionnaires l'ont supprimé. Le Code pénal de 1810 a confirmé ce mouvement en s'orientant vers l'unique responsabilité des seules personnes physiques, membres du groupement. C'est donc uniquement l'importante évolution de l'organisation de la société moderne au cours des siècles, et le constat de l'importance qu'avaient pris les personnes morales, qui explique l'évolution des pensées et des théories en la matière. Cette évolution trouvera ensuite sa consécration législative. À l'évolution de la pensée. Il a fallu passer de la théorie initiale de la fiction à celle plus moderne de la réalité. Selon cette théorie de la fiction qui avait cours en 1810, la personne morale est un être fictif, elle n'a ni corps ni âme en dehors des membres qui la composent. C'est une création de la loi. Il n'y a pas de personnalité morale sans que la loi ne le décide. Quant à la théorie de la réalité, il s'agit de mettre en avant une conception plus sociologique de la personne morale. Les groupements ont une personnalité juridique, notamment lorsqu'ils défendent des intérêts collectifs distincts des intérêts individuels des membres qui la composent. Le juge civil a d'ailleurs consacré cette théorie dans un arrêt du 28 janvier 1954, qui constitue au demeurant une étape majeure jalonnant le long chemin sinueux menant à la responsabilité pénale de la personne morale. En effet, si l'on part du postulat que le principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales repose essentiellement sur le dogme de la fiction, alors que la théorie de la réalité postule l'affirmation de la responsabilité pénale, la position du juge civil, clairement exprimée dans cet arrêt, marque un important basculement. Les arguments en faveur de l'irresponsabilité pénale de la personne morale ne résistent alors plus à l'analyse. À ceux qui pensaient qu'un être moral ne pouvait commettre une infraction, il a été répondu que c'est méconnaître la réalité, car le groupement est souvent le cadre de la commission d'une infraction et intervient même fréquemment comme cause, moyen ou bénéficiaire des faits délictueux. À ceux qui pensaient que les personnes morales n'avaient pas de volonté propre, il a été opposé notamment les infractions purement matérielles. À ceux qui avançaient l'argument du principe de spécialité de la personne morale, qui n'agit que dans le cadre de son objet social, il a été répondu que des infractions peuvent être commises dans le cadre du fonctionnement même de ces institutions. À ceux qui mettaient en avant le principe de la personnalité des peines, ainsi que la spécificité des sanctions pénales, il a été répondu que des sanctions déjà existantes peuvent être appliquées au groupement, et que de nouvelles sanctions peuvent être créées. Par ailleurs,
Si sanctionner pénalement une personne morale aurait des répercussions sur les salariés ou les actionnaires minoritaires par exemple, il en va de même lorsqu'une sanction pénale est prononcée contre une personne physique. Elle peut également avoir des répercussions sur sa famille ou sur ses créanciers. B. La consécration législative du principe. Quelques lois éparses ont précédé les travaux parlementaires visant à réformer le code pénal. Peuvent notamment être citées une ordonnance du 5 mai 1945 visant à sanctionner les entreprises de presse ayant collaboré avec l'ennemi, une loi du 2 janvier 1970 concernant l'activité des agents immobiliers, personnes physiques ou morales, et puis surtout en droit du travail depuis 1976, les anciens articles L263-2-1 et L263-3-1 du Code du travail. Beaucoup plus ambitieux était le projet de la Commission de révision du Code pénal, mise en place en 1974, ayant pour objectif de créer un code nouveau dans sa projection sur l'avenir. L'avènement d'un principe de responsabilité pénale des personnes morales participait nécessairement à la réalisation de cette ambition. La Commission s'était appuyée sur la théorie de la réalité et l'analyse jurisprudentielle de 1954 pour consacrer la responsabilité du groupement, mais uniquement le groupement dont l'activité est de nature commerciale, industrielle ou financière. L'avant-projet de loi avait quant à lui proposé de retenir la responsabilité pénale des personnes morales, quelle que soit leur nature. Finalement, le projet de loi, déposé en février 1986 pour être repris en 1989, présenté pour la première fois à la Commission du Sénat, a limité la responsabilité pénale de la personne morale au domaine des activités commerciales, industrielles et financières, parce que, a-t-on dit, ce sont ces activités qui sont le plus souvent à l'origine des infractions. Or, cette limite à la responsabilité pénale des personnes morales n'apparaîtra plus dans le texte voté en première lecture par le Parlement. Le Sénat étant réputé hostile à la mise en place de cette responsabilité, un texte différent de celui de l'Assemblée nationale sera donc finalement proposé le 10 avril 1990. Il comporte la version qui a été promulguée en 1992. Les personnes morales sont pénalement responsables, dans les cas prévus par la loi ou le règlement. L'objectif était de ne pas inquiéter outre mesure les opposants à une extension trop large de la responsabilité pénale des personnes morales. C'est donc dans un contexte légèrement tendu, puisqu'il a fallu une commission mixte paritaire pour mettre d'accord les deux assemblées, qu'a été créé le nouvel article 121A2 du Code pénal disposant à l'époque: les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, dans les cas prévus par la loi ou par le règlement, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Quid de l'objectif du législateur de l'époque? L'article 121A2 du Code pénal a-t-il permis de l'atteindre? 2. Les objectifs de la consécration d'un tel principe. Que souhaitait le législateur de 1992 en créant en France une nouvelle hypothèse de responsabilité pénale, venant s'ajouter à la responsabilité pénale des personnes physiques? Ajoutée sans retrancher, apparemment. L'idée était d'alléger la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Or, il n'aura pas suffi d'un texte nouveau, issu de compromis, pour tout bouleverser. Il aura fallu remettre l'ouvrage sur le métier, pour essayer d'y parvenir. À alléger la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Selon l'exposé des motifs du projet de code pénal de 1986, il fallait faire disparaître la présomption de responsabilité pénale qui pèse en fait sur des dirigeants à propos d'infractions dont ils ignorent parfois l'existence. Les débats parlementaires ont également fait apparaître l'idée selon laquelle la responsabilité pénale de la personne morale devait permettre d'éviter ce qui était parfois perçu comme une injustice, à savoir la poursuite pénale du chef d'entreprise, simplement parce qu'il était le responsable de l'entreprise. Notamment par exemple en cas d'atteinte involontaire contre l'intégrité physique qui peuvent être le résultat d'une multitude de manquements, de multiples fautes plus ou moins liées, d'une sorte de fait collectif qui conduit dramatiquement à un accident. Il ne fallait pas pour autant que les personnes physiques puissent se cacher derrière l'être moral et s'exonérer ainsi de toute responsabilité, notamment en cas d'infractions intentionnelles. Ainsi,
La création de la responsabilité pénale de la personne morale devait permettre d'alléger la responsabilité pénale des dirigeants sociaux, sans la faire disparaître. La traduction juridique consiste en une possibilité de cumuler les poursuites à la fois contre la personne physique et la personne morale. Le principe de la possibilité d'un cumul s'est donc imposé, notamment au nom de l'équité. Mais il est, entre autres, la cause de l'échec du législateur. En effet, après le 1er mars 1994, la pratique des parquets a peu évolué et peu de personnes morales ont été poursuivies. Il a donc fallu admettre que le texte, tel qu'il a été voté en 1992, ne permettait pas, ou trop peu, de remplir le cahier des charges. B. Les modifications législatives nécessaires. La première version de l'article 121A2 du Code pénal n'avait admis la responsabilité pénale des personnes morales uniquement dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle avait donc consacré un principe de spécialité, au terme duquel la responsabilité pénale de la personne morale ne pouvait pas être engagée pour toutes les infractions. Or, au lendemain de l'avènement de ce grand principe, beaucoup d'infractions étaient restées en dehors du champ d'impact de cette nouvelle responsabilité, notamment celles définies par des textes extérieurs au Code pénal, par exemple la plupart des incriminations que l'on trouvait dans le Code du travail. C'est l'une des causes du peu de succès qu'a rencontré ce nouveau principe. Par conséquent, le législateur s'est ensuite employé à limiter le champ du principe de spécialité, en étendant par vagues successives les possibilités de rechercher la responsabilité pénale de la personne morale. Le point d'orgue de ce mouvement a été la loi Perben II qui a mis fin, purement et simplement, au principe de spécialité. Cette réforme est entrée en vigueur le 31 décembre 2005 et est indubitablement de nature à permettre davantage de poursuites contre la personne morale, notamment en droit pénal fiscal, en droit pénal douanier, en matière d'urbanisme ou en droit pénal des sociétés, et évidemment en droit pénal du travail. Pour autant, c'est surtout la loi Fauchon du 10 juillet 2000 qui a apporté un véritable coup de fouet visant à propulser la responsabilité pénale de la personne morale et à alléger celle des personnes physiques. Si elle ne concerne que les délits non intentionnels, mais il s'agit en la matière de l'essentiel du contentieux, elle opère une véritable distinction sur le terrain de la causalité entre les décideurs personnes physiques et la personne morale. Elle a donc créé une véritable responsabilité pénale de substitution de la personne morale, en cas de faute légère, conformément à la volonté initiale du législateur. Quid de l'avenir ? Est-il est tout aussi difficile de punir un être immatériel que de déjeuner avec lui ? Il faut convenir que la responsabilité pénale de la personne morale fait désormais partie du paysage juridique français, et c'est heureux. Le 29 septembre 2014. Retour sur la genèse de la responsabilité des personnes morales en droit belge. Patrick Thvisen. Assistant à l'Université de Liège. Avocat au barreau de Penn. Peu de questions, en tout cas de questions juridiques, ont autant donné lieu à controverses à travers les âges, que celle de savoir si une personne morale doit répondre pénalement des faits infractionnels commis dans le cadre de ses activités ou pour son compte. La problématique est probablement aussi ancienne et universelle que l'est la notion de personne morale elle-même. Bien que l'on retrouve dans l'histoire quelques occurrences de sanctions pénales infligées à des groupements, ainsi, pour prendre un exemple belge, lorsque Charles Quint, en répression d'une révolte de la cité, fit condamner la ville de Gand au demeurant sa ville natale, pour infidélité et lèse-majesté et qu'à titre de sanction collective les remparts furent détruits, une amende dut être versée et la ville perdit ses privilèges. Il semble qu'à travers les siècles, ce soit la règle de l'absence de responsabilité pénale des personnes morales, qui ait eu valeur de principe. Avec le développement toujours plus important des activités économiques et de l'industrialisation, cette position a progressivement été remise en question au point d'aboutir à ce qu'aujourd'hui, ce soit le principe inverse, celui de la responsabilité pénale, qui est largement reconnu. C'est qu'au sein des personnes morales, les situations susceptibles d'intéresser ou d'émouvoir le droit pénal ne manquent pas. Du défaut de prévoyance dans le déroulement des opérations de production d'une entreprise causant des lésions corporelles involontaires à un ouvrier à l'organisation d'un groupe de sociétés structurées pour frauder la TVA,
en passant par toutes sortes d'opérations plus ou moins obscures visant à se procurer sur le marché une position indue d'avantage par rapport aux concurrents, les hypothèses des apostrophes. Atteinte aux intérêts de la société, de la communauté citoyenne dans laquelle nous évoluons tous, sont légion. Est-il envisageable que du seul fait que l'auteur de l'infraction est non une personne physique identifiée, mais un être juridique désincarné, il y ait impunité ? Le caractère relativement récent de la responsabilisation pénale des personnes morales alors que les phénomènes de troubles sociaux sont pourtant très anciens, est symptomatique de ce que la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas en soi une évidence. Il n'est donc pas vain d'examiner de plus près les thèses défendues au fil du temps par les plus éminents juristes, d'autant que certains malaises actuels dans la gestion de la responsabilité pénale des personnes morales trouvent, en partie, leur origine dans le fait que toutes les controverses soulevées au fil du temps n'ont pas toujours été solutionnées de manière totalement satisfaisante. Le retour sur la genèse de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge, puisque tel est notre sujet, requérait en principe aussi un retour sur l'histoire et la genèse du droit pénal français avec lequel le droit belge présente non seulement des liens de filiation directe. Rappelons qu'au temps des grandes codifications napoléoniennes la Belgique était française, mais encore partage une même généalogie romano-germanique. Dès lors que ces aspects ont déjà été traités par d'autres intervenants à cette journée d'études, nous ne réitérerons pas l'exercice et nous nous contenterons de renvoyer à ces travaux tout en soulignant néanmoins l'existence de ces racines communes et l'importance de leur influence sur notre droit belge d'aujourd'hui. La remontée dans le temps que nous pratiquerons se limitera donc à l'époque de l'indépendance de la Belgique, en 1830, au moment où naît, à proprement parler, le droit belge. C'est à peu près à cet instant que s'anime le débat sur la responsabilité pénale des personnes morales. Historiquement, on relève 3 stades dans l'évolution vers la responsabilité pénale des personnes morales. 1. La première époque, la position traditionnelle. Au lendemain de la Révolution française, qui avait démantelé les corporations, aboli les privilèges et libéralisé le commerce, l'idée dominante retenue dans les législations consistait à n'admettre de responsabilité pénale, au sens strict du terme, que dans le chef de personne physique. Seuls des êtres de chair et de sang étaient susceptibles d'encourir une telle responsabilité. A contrario, bien qu'aucun texte légal de l'époque ne l'exprime de manière ouverte, c'est l'irresponsabilité pénale des personnes morales qui était ainsi proclamée et les entités collectives, dans l'hypothèse d'une infraction commise dans le cadre de leurs activités, restaient à l'écart des poursuites du ministère public. Seules les personnes physiques par lesquelles le groupement avait agi, organes, mandataires ou préposés, répondaient des faits illicites. Telle était également la position adoptée par la Cour de cassation de Belgique. Étaient individuellement poursuivis, ès-qualité, les présidents et membres du conseil d'administration d'une société anonyme, pour n'avoir pas respecté le prescrit d'un règlement urbanistique lors de l'édification par la société qu'ils dirigeaient, de bâtiments industriels, propriété de l'entreprise. La décision d'instance qui relaxait les prévenus au motif que les travaux dont il s'agit ont été effectués pour compte de la société, propriétaire, et non pour compte des inculpés précités, fut cassée par la Cour de cassation. L'obligation d'obtenir autorisation de bâtir et de se conformer aux conditions de cette autorisation pèse en ordre principal sur le propriétaire lorsque, comme en l'espèce, le propriétaire est une société commerciale, être fictif, dépourvu de volonté intelligente et libre, les obligations légales sanctionnées en cas de contravention, par des peines que l'octroi de l'autorisation entraîne, pèsent personnellement et individuellement sur ses représentants légaux qui l'ont sollicité et auxquels incombe le devoir d'en assurer l'accomplissement. Dans ces circonstances, il appartient au juge du fond de déterminer à l'aide des éléments de la cause, quels sont les représentants légaux de la société auxquels la contravention peut être imputée, d'où suit que le jugement dénoncé a contrevenu aux dispositions légales visées au pourvoi, en négligeant de se livrer à cette recherche et en décidant à tort que les défendeurs échappent à toute imputabilité par cela seuls qu'ils ne sont pas personnellement propriétaires de l'immeuble appartenant à la société qu'ils administrent. Les arguments avancés historiquement pour écarter l'idée d'une responsabilité pénale des personnes morales étaient tirés, d'une part, de l'impossibilité pratique d'imputer une quelconque infraction à un être non individuel, et d'autre part,
de l'inapplicabilité et ou l'inefficacité des peines à l'égard d'êtres moraux. A. L'imputabilité du fait à l'agent. N'agissant que par l'entremise de personnes physiques dont le concours est indispensable à toute action, les êtres moraux, dépourvus de toute réalité corporelle, paraissent incapables de commettre par eux-mêmes des infractions. Certes, l'agent par lequel l'acte est posé se rend personnellement coupable du fait délictueux, mais ceci n'est pas suffisant pour imputer l'état infractionnel à la personne morale elle-même. Celle-ci reste avant tout une création du droit, un instrument dont usent et parfois abusent les individus. De plus, dépourvue d'intelligence et de volonté propre, la personne morale est ontologiquement incapable d'agir de manière répréhensible. Derrière l'apparence d'autonomie collective du groupement, se cache en fait la diversité des intentions et des choix individuels qui s'agrègent ponctuellement. Comme l'a souligné avec force Savigny, la personne juridique, n'étant qu'un être abstrait, la réalité de son existence se fonde sur les déterminations d'un certain nombre de représentants qui, en vertu d'une fiction, sont considérés comme ses déterminations propres. Une semblable représentation exclut la volonté proprement dite. Ainsi, la faute ne peut être imputée à l'être abstrait car seuls les individus concrets par lesquels la personne morale agit jouissent d'une volonté libre et faillible. Eux seuls se révèlent susceptibles de reproches et peuvent donc être punis. Dès lors que l'infraction pénale suppose l'existence d'un fait infractionnel, actu reus, et d'une attitude intellectuelle fautive, mens rea, puisque les personnes morales en tant qu'êtres distincts et autonomes sont insusceptibles à la fois d'agir seules et de manifester une intention qui leur est propre, l'imputation matérielle et morale de l'infraction est impossible. C'est ainsi que l'adage s'est imposé que societas delinquere non potest, l'absence de faculté de discernement et la nécessaire dépendance à l'égard de leurs organes rendant absurde toute idée de culpabilité des personnes morales. B. Les difficultés de la répression des personnes morales. Outre l'inaptitude des personnes morales à délinquer, la doctrine traditionnelle mettait en avant la circonstance que les êtres moraux étaient insusceptibles de subir utilement une peine. Ainsi les personnes morales se trouvaient-elles à la fois à l'abri du crime, mais aussi du châtiment. L'argumentation reposait sur deux types d'obstacles dans le domaine de la répression. D'une part, les peines classiques se révélaient inapplicables aux personnes morales, d'autre part, même à supposer qu'elles fussent envisageables, elles frapperaient nécessairement des personnes physiques étrangères à l'infraction réprimée. 1. L'impossibilité de punir une personne morale. Il est certain que les peines traditionnelles de l'époque, l'emprisonnement et la peine capitale, étaient inexécutables à l'endroit des personnes morales puisqu'il est impossible de contraindre par corps une entité par nature incorporelle. L'argument relevait de l'évidence même. En revanche, d'autres types de peines comme l'amende, la confiscation ou le retrait de certains droits demeuraient possibles. Si l'on ne peut atteindre la personne morale dans sa chair, rien n'empêche de la frapper dans son patrimoine ou dans ses activités. L'argument de l'impossibilité de punir une personne morale s'avérait donc peu convaincant. 2. Le problème de la personnalité des peines. Plus délicate était la question de la personnalité des peines, car punir un être collectif revient à traiter indistinctement tous ses membres, en atteignant donc aussi ceux d'entre eux qui n'ont en rien participé à l'infraction réprimée. Comment rendre compte de ce geste de répression collective qui, pour ne pas laisser un crime impuni, frappe aveuglément tout le groupement et donc également ses membres innocents. De plus, en condamnant une société commerciale à une amende pour sanctionner son activité illicite et, le cas échéant, en menaçant de la sorte son équilibre financier, ne punit-on pas indirectement mais certainement ses actionnaires, ses fournisseurs et même son personnel, pourtant rarement impliqués dans la perpétration des délits? Ce sont en définitive ceux-ci qui, bien plus que l'être désincarné contre lequel la peine est prononcée, supporteront en dernière instance le poids des sanctions pénales. Les fondements individualistes du droit répressif traduits par le principe de la personnalité des peines supportent difficilement pareil traitement globalisant, où l'intérêt de chacun est sacrifié à l'impératif pénal et où l'implication personnelle et fautive de l'agent dans le complexe infractionnel passe au second plan. Le principe de la personnalité des peines impose au contraire que chaque membre d'une collectivité criminelle soit traité en fonction de son comportement et de sa participation concrète,
dans le délit poursuivi. Or de deux choses l'une, ou tous les membres de la corporation ont commis le délit et tous doivent être frappés d'une peine distincte et proportionnée à la culpabilité de chacun, ou quelques-uns d'entre eux seulement s'y sont associés et s'il est juste de punir cela, il serait injuste de punir les autres membres. À y regarder de plus près, dans les deux cas, nul n'est besoin de viser la personne morale elle-même ni de lui infliger une pénalité propre. Chaque fait illicite peut trouver dans le système répressif individuel une riposte adéquate, mesurée et juste. Punir les êtres collectifs serait donc en définitive à la fois injuste et inutile. Sur base de ces arguments combinés, la responsabilité pénale des personnes morales a longtemps été écartée. 2. La deuxième époque, la position en demi-teinte. Le principe selon lequel societas delinquere non potest a néanmoins progressivement été remis en question car l'irresponsabilité, et dès lors l'impunité, des personnes morales pouvaient avoir quelque chose de choquant dans un contexte où les sociétés et groupements moraux gagnaient de plus en plus en influence et importance. La doctrine a dès lors cherché à permettre au droit pénal de se mettre mieux en adéquation avec les réalités de la vie économique du moment, et pour ce faire, à repenser les standards établis. Il en est résulté une nouvelle conception de la personnalité morale, et une nouvelle approche pénologique. A. La personnalité morale repensée, la théorie de la réalité technique. On l'a dit, la théorie de la fiction de Savigny voyait la personne morale comme une construction juridique destinée exclusivement à servir les intérêts particuliers de ses membres, et animée par le seul effet de la rencontre de volontés individuelles. Artificielles, ces créations du droit ne disposaient d'aucune autonomie à l'égard des personnes physiques dont elles n'étaient que l'émanation. Par nécessité pratique plus que par conviction théorique, la doctrine va se départir progressivement de cette théorie de la fiction en développant une nouvelle conception, plus holiste, de la personnalité morale. Ainsi est apparu ce que l'on a connu sous le nom de théorie de la réalité technique. Suivant cette théorie, la personne morale, loin de se réduire à une pure fiction, possède au contraire une consistance et une existence réelle, distinctes de celles de ses membres. Une réalité que la loi se contente de constater et d'organiser sur le plan juridique. Disposant d'un psychisme collectif propre, c'est-à-dire non réductible à la somme des psychismes individuels de ses membres, le groupement personnalisé peut se déterminer librement et indépendamment des intérêts des individus qui le composent. Il jouit d'une volonté autonome et poursuit des objectifs dont la définition ne lui échappe pas. Partant d'une analogie formelle entre l'être moral et l'être humain, les tenants du réalisme induisent de l'expression des déterminations collectives l'existence d'une volonté unique et personnelle dans le chef du groupement. Capable de faire des choix et d'exprimer ses priorités, la personne morale serait en outre à même de poursuivre tant le bien que le mal, autrement dit de s'engager consciemment et délibérément dans une voie fautive. L'élément moral d'une infraction se trouverait dès lors établi dans le chef du groupement, et non plus uniquement des organes par lesquels ce groupement agit. Cette nouvelle approche de la réalité technique de l'entreprise a ouvert de nouvelles perspectives en droit pénal. En reconnaissant à l'être moral, par analogie à ce qui vaut pour tout être physique, une existence autonome et libre, l'imputation tant matérielle que morale d'infraction à l'entité collective devenait juridiquement possible. Au tournant de la Seconde Guerre mondiale, la Cour de cassation de Belgique va adopter cette nouvelle approche conceptuelle de la responsabilité pénale des personnes morales et abandonner l'adage societas delinquere non potest. Ainsi, par exemple, dans une affaire d'homicide involontaire causé lors d'un exercice militaire de la force aérienne où était recherchée la responsabilité pénale de l'État belge, personne morale. Adoptant les nouveaux critères d'appréciation, la Cour de cassation statuera que toute faute qui a pour résultat involontaire un homicide ou des lésions corporelles est érigée en délit par les articles 418 à 420 du Code pénal. L'acte accompli dans la sphère de ses attributions par l'organe d'une personne morale, en l'occurrence l'État belge, est l'acte de la personne morale elle-même. Si le principe même de la responsabilité pénale de la personne morale est ainsi reconnu, un tempérament important subsiste néanmoins, car toute responsable qu'elle soit, la personne morale ne peut faire l'objet d'aucune sanction. Ayant certes la faculté de délinquer, elle n'a pas pour autant la faculté d'expier.
Dans la jurisprudence de la Cour de cassation, ceci se traduit comme suit. Lorsqu'une infraction est commise par une société de commerce, être moral, c'est la personne physique par laquelle la société a agi qui est auteur de l'infraction. En d'autres mots, societas delinquere potest, sed puniri non potest. Un revirement, en demi-teinte. B. La pénologie repensée. Dès lors que les nouvelles bases idéologiques de l'imputabilité des infractions étaient posées par l'adoption de la théorie de la réalité technique, les arguments relatifs aux peines ont également dû être reconsidérés et ce, sous un jour nouveau. Même dans la théorie classique de la fiction, la faiblesse de l'argument relatif à l'applicabilité des peines traditionnelles aux personnes morales avait déjà été évoquée. Ce n'est pas ce motif qui a été déterminant, d'autant que des formes adaptées de sanctions ont très vite été identifiées. Mesures répressives affectant la réputation des entreprises, stigmatisation sociale par publication des condamnations, mesures affectant leur patrimoine, amendes, confiscation, interdiction de faire appel public à l'épargne, mesures affectant l'activité de l'entité, interdiction d'exercer, mesures affectant l'existence même de la société, dissolution. De surcroît, une forme atténuée de responsabilité et de sanctions pénales existait déjà à charge des personnes morales par la reconnaissance, dans nombre de lois anciennes, de l'existence d'une responsabilité civile des personnes morales pour les amendes prononcées à l'encontre de leurs organes, dirigeants ou préposés. En fin de compte, le coût de l'infraction était ainsi à charge de l'entreprise, c'était elle qui en souffrait les conséquences pécuniaires. C'est surtout le principe de personnalité des peines qui a été invoqué. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.